Lights. Camera. Moteur, ça tourne. Action. Il est présent depuis bientôt 20 ans. Durant tout ce laps de temps, et malgré des investissements conséquents, le parc Walt Disney Studios est resté et est encore aujourd'hui ce que l'on pourrait qualifier de sous-parc Disney. Sa petite taille, son manque de variété, de cohérence thématique et sa réalisation économique en font en effet la risée des amateurs de parcs à thème du monde entier. Plongeons ensemble dans l'histoire du parc Walt Disney Studios, de sa genèse et de ses débuts. Lors de sa conception, Euro Disney Resort était envisagé comme le futur Walt Disney World du vieux continent. Ainsi, 2 parcs étaient prévus en sus du parc Disneyland, et le premier d'entre eux devait voir le jour dès 1995 et avoir pour thème le cinéma. Alors inspirés de leur homologue floridien, ouvert en 1989, les Disney MGM Studios Europe auraient été relativement similaires à leur modèle, proposant notamment la mythique attraction de Great Movie Ride, ainsi que la visite de véritables studios de cinéma et de télévision régulièrement fonctionnels. Pourtant, nous le savons aujourd'hui, ce n'est pas ce parc, alors envisagé à une époque où personne n'imaginait qu'Euro Disney puisse être un échec, qui a vu le jour. Nous sommes à la fin des années 90, et après des débuts difficiles, Disneyland Paris a enfin atteint son rythme de croisière, grâce à des ajustements de politique tarifaire, mais aussi grâce à l'arrivée d'une attraction spectaculaire, Space Mountain, de la Terre à la Lune. Tout se passe pour le mieux, et pourtant, la destination s'apprête à vivre un cataclysme, aussi important, si ce n'est plus, que celui de son ouverture. Nous sommes en janvier 1999. Dans une interview accordée au journal Le Monde, Gilles Pélisson, PDG d'Euro Disney, tient les propos suivants. La convention de 1987 nous laissait jusqu'à 2011 pour construire un deuxième parc. Nous avons seulement décidé d'anticiper sur cette date pour engager la 3e phase de notre développement. La construction de ce second parc n'est en effet pas due à une soudaine volonté de se plier aux exigences de la convention de 1987 entre Disneyland Paris et l'État français. Elle résulte avant tout de la volonté de Michael Eisner, alors PDG de The Walt Disney Company, de doter chaque resort Disney existant d'un nouveau parc. Cette stratégie d'ouverture massive est cependant menée à bas coût, et ce, surtout à Paris. Ainsi, Disney's California Adventure, déjà critiqué pour sa pauvreté thématique, et son manque d'attractions, a coûté 1,2 milliard de dollars. Pour le parc Walt Disney Studios, le budget sera 2 fois inférieur, 600 millions d'euros de l'époque. Face à cet état de fait, se pose la question suivante. Qu'obtient-on chez Disney pour 600 millions d'euros ? Le 16 mars 2002, le parc Walt Disney Studios ouvre ses portes aux visiteurs de ce qui est alors devenu Disneyland Resort Paris. Le constat est amer. Le parc se compose d'une séquence d'entrée, somme toute réussie, débouchant sur une unique route qui constitue la totalité du parc. Si certaines expériences sont fort appréciables, comme le sublime Cinémagique ou encore Moteur Action, Stunt Show Spectacular ou même Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith et son charme des années 2000, il n'en reste pas moins que leur nombre est ridiculement faible. L'omniprésence de l'asphalte et de la tôle, peu cher à produire mais bien peu dépaysant, contribue également à la fadeur de l'expérience. De plus, la politique tarifaire, faisant la part belle à des prix relativement abordables depuis les remaniements de 1995, est fortement revue à la hausse. Les visiteurs de Disneyland Resort Paris, peu convaincus par cette nouveauté, la délaissent, au profit d'un parc Disneyland dans la fleur de l'âge et qui a bien plus d'atouts à faire valoir que son petit frère. Mais les coûts inhérents au fonctionnement de cette seconde porte, eux, sont bien présents et importants. Afin d'économiser en coûts de construction, le parc Walt Disney Studios mise beaucoup, à son ouverture, sur le spectacle vivant, ce qui fait exploser les coûts de main-d'œuvre. Les finances de la destination plongent donc dans le rouge, et Euro Disney fait de nouveau face à des difficultés dans le remboursement de ses dettes. La maison mère doit intervenir, et de nouveau prêter à sa filiale pour lui permettre de survivre. C'est le début d'une longue crise existentielle pour le parc Walt Disney Studios qui dure encore aujourd'hui. Une fois la tornade de l'ouverture passée, Euro Disney se met en ordre de marche.
Il faut sauver le parc Walt Disney Studios, avec en ligne de mire le 15e anniversaire de la destination. Deux plans de développement, à la vision et aux objectifs radicalement opposés, voient le jour. Le premier, Theatre District, se concentre principalement sur Production Courtyard et Animation Courtyard. Ce plan inclut bien évidemment l'ajout de nouvelles expériences telles que Soarin' ou encore un spectacle musical sur le Roi Lion, que l'on retrouvera finalement à Vidéopolis. Il se concentre également fortement sur l'amélioration des espaces existants du parc. On peut ainsi constater la volonté de faire la part belle à la verdure, qui manque encore aujourd'hui cruellement, ainsi qu'à une fontaine centrale servant de hub. Les allées sont également retravaillées, avec l'ajout de bâtiments afin de casser les grands espaces rectilignes et vides du parc. Pourtant, nous le savons aujourd'hui, ce n'est pas cette vision qui a été concrétisée, mais celle du second projet envisagé pour le parc. Un projet qui devait renouveler l'exploit de Space Mountain, de la Terre à la Lune, et faire de ce parc un incontournable lors d'une visite à Disneyland Resort Paris. La clé de voûte, la pièce maîtresse de ce projet est, vous l'avez deviné, The Twilight Zone Tower of Terror. L'attraction avait en effet été envisagée dès la conception du parc, dans une version remaniée par rapport à l'itération floridienne. Les coûts de conception de l'attraction ont été supportés par le resort parisien, mais ce sont bien les visiteurs de Disney's California Adventure qui, les premiers, ont pu profiter de cette version de l'attraction, et ce, dès 2004. En 2008, l'attraction ouvre enfin ses portes de manière officielle à Disneyland Paris. Si elle permet au parc Walt Disney Studios de se sortir du marasme dans lequel il est depuis son ouverture, elle apporte également son lot de problèmes. Le premier d'entre eux provient de l'emplacement de l'attraction. S'il permet de faire de cette structure la nouvelle icône du parc, aux côtés du traditionnel château d'oreille, il crée aussi des perspectives peu enviables, rendant difficile un développement harmonieux du parc par la suite. En effet, le bâtiment s'impose de toute sa hauteur aux visiteurs et l'écrase dès sa sortie de Studio 1. Le second problème, lui, est d'ordre opérationnel, et pour cause. Face à l'afflux de visiteurs provoqué par cette nouveauté, que le parc Walt Disney Studios, lors de ses journées les plus chargées, ne peut encaisser, les temps d'attente s'envolent. Avec cette réalisation au coût pharaonique, la seconde porte de Disneyland Resort Paris entre dans une nouvelle ère. Pourtant, elle est encore et toujours en crise. En 2008, Disneyland Resort Paris accueille à sa tête un nouveau PDG, Philippe Gass. Ce dernier va s'employer à continuer l'agrandissement du parc Walt Disney Studios. Cette ambition se matérialise dès l'année 2010, dite de la nouvelle génération, avec l'ouverture de Toy Story Playland. Pourtant, si ce projet a le mérite d'apporter une zone à la thématisation appréciable, elle ne parvient pas totalement à monopoliser l'attention du public averti. En effet, dès son ouverture, à sa droite, se trouve une rue rappelant celle de Paris, et avec elle, un certain film des studios Pixar. Dès cet instant, les rumeurs vont bon train. Disneyland Paris s'apprête à ouvrir une attraction, non, une zone, sur le thème de Ratatouille. Il faudra pourtant attendre 2013 pour avoir une confirmation officielle, par Philippe Gass lui-même, de la véracité de ce projet, s'il en fallait encore une. La machine de guerre est en route. Là où The Twilight Zone Tower of Terror a rendu le parc Walt Disney Studios indispensable pour les amateurs de sensations fortes, le petit chef doit maintenant en faire de même pour toute la famille. C'est ainsi qu'en 2014, Disneyland Paris inaugure sa nouvelle zone au parc Walt Disney Studios. En plus d'une attraction, elle comporte entre autres un restaurant en service à table et une boutique. Avec des files d'attente extrêmement importantes, l'attraction ainsi que sa zone semblent être un succès retentissant. Pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, Disneyland Paris va bien vite découvrir que l'ouverture de sa zone n'a pas provoqué, comme cela était espéré, une augmentation globale du nombre de visiteurs de sa destination, mais simplement un report des visiteurs du parc Disneyland vers le parc Walt Disney Studios. En parallèle, l'état du reste de la destination est calamiteux, ce que remarque Bob Iger, alors président de la Walt Disney Company, qui a fait le déplacement pour l'occasion. L'année suivante, Philippe Gass quitte Disneyland Paris. Avec lui, s'envolent les perspectives qu'offrait sa philosophie de bâtisseur. Le développement du parc Walt Disney Studios entre alors en sommeil. Enfin, dans la droite lignée du 25e anniversaire de Disneyland Paris, qui est synonyme d'un retour des profits pour la destination, le parc Walt Disney Studios va être concerné par une annonce retentissante, un plan d'extension massif, visant à lui donner, enfin, la superficie et le contenu d'un véritable parc Disney.
Mais cela, c'est une autre histoire qui s'écrit actuellement sous nos yeux. C'est ainsi que s'achève cet épisode, que nous vous remercions chaleureusement d'avoir suivi. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à vous abonner et à le partager. Après tout, ce qu'il y a de plus intéressant au parc Walt Disney Studios, c'est son histoire. À bientôt sur Festival Disney.